Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de notre lecture d'audio-livre. Aujourd'hui, on continue avec Louis Gill. Nous sommes rendus au chapitre 4. Bien sûr, vous pouvez avoir accès au chapitre, la première partie. Ensuite, chapitre 1, 2, 3 sur le canal d'Alternative Socialiste dans la liste de lecture audio-livre socialiste, je crois. Alors, chapitre 4. Au menu, eh bien, pour faire contraste au chapitre précédent qui s'attardait plus ou moins à la théorie et à la compréhension, ce qui était super intéressant bien sûr, ben, le chapitre ici, du moins les grands titres, présente une histoire du Québec dans ses luttes pour un peu mettre un peu de concret dans la théorie. Alors, on va explorer des moments historiques québécois et canadiens, surtout de l'époque où le livre a été écrit, donc dans les années 70, 60, etc. Et ça m'apparaît être un chapitre très important pour nous. Merci toujours d'être là. Si vous voulez nous supporter dans ce travail, je vous invite à cliquer sur le lien de la description pour devenir un supporteur Patreon. Ça nous encourage à continuer de produire ce contenu. C'est très difficile de trouver des audiolivres socialistes, des grands classiques, surtout en français. Je fais une mention quand même à mon homologue anglophone Socialism for All, qui m'a un peu montré et motivé à faire ces audiolivres en français, parce que moi je consomme beaucoup d'audiolivres anglophones, mais là il faut faire parler notre propre littérature, bien sûr, et la rendre accessible le plus possible. Donc, l'économie capitaliste, une analyse marxiste, chapitre 4, la journée de travail, numéro 1, un aperçu des premières batailles. Plus-value absolue et plus-value relative correspondent, selon Marx, à des époques différentes du développement du capitalisme. La plus-value absolue correspond au début du capitalisme et la plus-value relative à son stade développé, marqué par l'évolution des techniques. Au début du capitalisme, avant que la révolution industrielle n'ait permis de transformer le procès de travail et de le soumettre à la machine, la seule source de plus-value était l'allongement de la journée de travail. Les conditions de travail des hommes, femmes et enfants qui découlaient de cette situation dans le berceau de la civilisation capitaliste qu'était l'Angleterre sont décrites par Marx dans Le Capital, note de bas de page 67, Marx, Le Capital, édition sociale Paris 1954, livre 1, tome 1, chapitre 10, la journée de travail, page 227 jusqu'à 296 et livre 1, tome 2, chapitre 13 à 15, page donc 16 à 182, fin de note de bas de page. Le Capital, sans entrer dans les détails de ces conditions, il convient de donner quelques points de repère de la lutte menée par la classe ouvrière pour la réduction de la journée de travail et des lois que la bourgeoisie fut successivement contrainte d'adopter en vue de cette réduction, comme résultat cumulatif des victoires remportées par la classe ouvrière. En 1833, les ouvriers anglais obtiennent l'adoption d'une loi limitant à 8 heures la journée de travail des moins de 13 ans et à 12 heures la journée de travail des 13 à 18 ans. Aucune limite légale n'est encore fixée pour les autres travailleurs plus âgés, hommes et femmes, donc ceux et celles qui ont plus de 18 ans, bien sûr. En 1844, une nouvelle loi fixe le maximum à 12 heures pour les femmes et à 6h30 pour les enfants. Cette loi est par la suite étendue à tous les ouvriers. C'est drôle parce que je crois que l'an dernier, il y avait une nouvelle loi au niveau du Québec sur le travail des enfants qui augmentait le nombre d'heures légales possibles, si je ne fais pas erreur. Donc, le travail des enfants, toujours important dans notre système qui est pourri. Bref, il faut mentionner par rapport à ces lois les nombreuses tentatives qui étaient faites néanmoins par les capitalistes pour les outrepasser. Ainsi, on tentait, par exemple, de contourner la loi régissant le travail des moins de 13 ans en annonçant qu'on, entre guillemets, engagerait tout jeune homme qui pouvait avoir l'air de 13 ans. Fin des guillemets. Les normes de vérification de l'application de la loi étaient sans doute du même niveau que celles qu'on observe encore aujourd'hui au Québec dans le cadre des conditions de sécurité au travail, par exemple. En 1847, une autre loi vient limiter à 10 heures de travail des femmes et des adolescents. En 1866, la revendication de la journée de 8 heures devient une revendication centrale du mouvement ouvrier international.
Sur proposition de Marx, cette revendication est proclamée par le Congrès de Genève de la Première Internationale. Note de bas de page 78. La Première Internationale, l'Association internationale des travailleurs, AIT, fut fondée à Londres le 28 septembre 1864. Marx en fut l'âme dirigeante jusqu'à sa dissolution en 1876. Fin de la note de bas de page. Cette revendication est aussi à l'origine de la célèbre lutte des ouvriers de Chicago, lancée le 1er mai 1886. C'est cette bataille, sévèrement réprimée par la police et l'armée, qui est à l'origine de la célébration du 1er mai comme fête internationale des travailleurs. Note de bas de page 79. En 1886, à travers les États-Unis, le mouvement ouvrier organisé tente, par une grève générale, d'obtenir la journée de 8 heures. À Chicago, le 1er mai, une manifestation réunissant 80 000 travailleurs se déroule dans l'ordre. La bourgeoisie avait armé policiers, militaires et Pinkertons. Commentaire personnel, je suis pas certain de savoir ce qu'est un Pinkerton. Si vous pouvez me l'expliquer dans les commentaires, ça serait bien. Le 3 mai, la police tire dans les rangs des grévistes qui attendent la sortie des scabs de l'usine McCormick Harvesters Works et tue 6 ouvriers. Un meeting de protestation est organisé par les dirigeants ouvriers à Haymarket Square pour le lendemain. Une bombe y est lancée par un agent provocateur dans les rangs de la police, ce qui fournit le prétexte à une série d'arrestations illégales et de perquisitions à travers les États-Unis. 4 dirigeants du mouvement socialiste de Chicago sont arrêtés, condamnés à mort et pendus. En 1888, l'American Federation of Labor, AFL, vote pour continuer la lutte pour la journée de 8 heures et désigne le 1er mai 1890 pour reprendre l'action. En 1889, les dirigeants du mouvement ouvrier international réunis à Paris autour d'Engels en congrès de fondation de la Deuxième internationale désignent la journée du 1er mai 1890 comme la journée internationale pour la journée de 8 heures et appellent à une manifestation internationale dans toutes les villes et dans tous les pays. Fin de la note de bas de page. Les lois adoptées jusqu'alors fixaient le nombre d'heures par jour, mais ne disaient rien du nombre de jours par semaine. Poursuivant sa lutte, la classe ouvrière anglaise obtient, en 1901, que la journée des ouvriers adultes soit portée à 12 heures pendant les 5 premiers jours de la semaine et à 5h30 le samedi. À la veille de la Première Guerre mondiale, dans la plupart des pays capitalistes développés, la journée de 10 heures avait été conquise. En 1919, pris de panique devant le mouvement révolutionnaire mondial, des représentants de nombreux pays capitalistes réunis à Washington signent un accord sur l'introduction de la journée de 8 heures, accord qui ne sera jamais ratifié par les États capitalistes. Je la trouve drôle. Triste et drôle, tragique, on devrait dire. Par la suite, la législation ouvrière en matière d'heures de travail évolue de façon inégale dans les différents pays. Voyons maintenant pour le Canada ce qu'il en est de cette évolution en rapport avec les luttes livrées par la classe ouvrière et le progrès de son organisation. Numéro 2. Lutte et législation au Canada. La législation ouvrière, juridiction provinciale. Au Canada, il faut attendre à la fin du siècle dernier pour obtenir un début de législation en la matière. En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, AANB, qui tient lieu de Constitution canadienne, ce sont les provinces qui ont juridiction en ce qui concerne la législation ouvrière, sauf pour les industries relevant de l'autorité fédérale, donc, entre parenthèses, la poste, les services gouvernementaux et travaux publics fédéraux, navigation intérieure ou maritime, chemin de fer, transport aérien, transport interprovincial, radiodiffusion, banque, etc. Note de bas de page 80, voir annexe 1A pour la liste exacte en vertu du Code canadien du travail. Fin de la note de bas de page. Il y a donc autant de législation ouvrière au Canada qu'il y a de provinces. Par exemple, les premières législations relatives à la durée de la journée de travail datent de 1880 et 1883 pour l'Ontario et de 1885 pour le Québec et ne viennent que plus tard pour les autres provinces. Les intérêts de la classe ouvrière canadienne face au capital n'étant pas différents d'une province à l'autre,
On pourrait s'étonner d'un tel état de choses si on ne savait pas que la, entre guillemets, Constitution canadienne, fin des guillemets, l'AANB, n'a en fait rien d'une constitution, mais n'est qu'une loi antidémocratique du Parlement britannique adoptée à Londres à toute vitesse et en secret, sans avoir jamais été soumise à la discussion dans les populations canadiennes. Il n'est donc pas étonnant de voir, dès 1887, le Congrès des métiers et du travail, la CMT, note de bas de page 81, Trade and Labour Congress, TLC, fin de la note de bas de page, la centrale syndicale pan-canadienne de l'époque, réclamer l'amendement de la, entre guillemets, Constitution, fin des guillemets. Face à l'impuissance constitutionnelle du pouvoir central à légiférer en vue d'établir des, entre guillemets, règles du jeu, fermeture des guillemets, qui soient communes à l'ensemble de la classe ouvrière canadienne. En 1880, le gouvernement fédéral avait été saisi d'un projet de loi visant à, entre guillemets, réglementer les heures de travail des enfants, des adolescents et des femmes dans les ateliers et manufactures du Canada. Fin des guillemets, note de bas de page 82. Le travailleur québécois et le syndicalisme, cahier de Sainte-Marie, édition de Sainte-Marie, numéro 2, page 65. Fin de la note de bas de page. Après d'interminables piétinements parlementaires, il était finalement abandonné en 1886. En 1883, il considérait un projet de, entre guillemets, loi des manufactures, fin des guillemets, qu'il décidait finalement de ne pas soumettre au Parlement, invoquant que la juridiction en cette matière appartenait aux provinces. Note de bas de page 83. Lipton Charles, The Trade Union Movement of Canada, 1827-1959, Les Presses sociales, Montréal, 1968, page 74. La Commission... Pardon, je ne sais jamais si le titre va être en anglais ou en français. La Commission royale d'enquête sur les relations entre le capital et le travail, mise sur pied en 1886, recommandait aussi, dans son rapport de 1889, d'amender la Constitution en vue de confier cette juridiction au pouvoir central. Rien de cela n'a été fait. La législation ouvrière est toujours de juridiction provinciale et encore aujourd'hui, les lois qui définissent dans une large mesure les conditions de travail de la classe ouvrière ne sont pas les mêmes pour le travailleur de Vancouver, de Toronto ou de Montréal. Commentaire personnel, si on se demande pourquoi les luttes ouvrières provinciales et territoriales du Canada sont souvent séparées, on vient de voir l'explication ici, c'est que simplement on a un encadrement légal qui est différent de province en province. Et si on calcule ou si on regarde la différence entre le Québec et le reste du Canada, on ajoute sur le tas une différence linguistique qui fait qu'il est encore plus difficile pour le monde étudiant, le monde du travail, etc., de se mobiliser en solidarité. Et c'est un argument, bien que c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un argument quand même pour mettre de l'avant l'idée que la séparation du Québec est nécessaire. Car pour faire les victoires sociales nécessaires pour changer notre société, on a simplement autant de liens avec le reste du Canada qu'on a avec l'Angleterre, la France, les États-Unis, dans le fond. Donc, si on veut faire un mouvement social qui change le gouvernement, peu probable qu'on réussisse à changer le gouvernement des États-Unis ou celui du reste du Canada. Bref, peut-être que ma logique n'est pas super bien expliquée, mais il faut garder ça en tête d'un côté stratégique. C'est sous le poids des revendications et des batailles ouvrières, souvent organisées malgré tout de manière unifiée à travers le Canada, que ces lois ont été progressivement adoptées. C'est aussi en revendiquant sur une base unitaire en vue d'atteindre des objectifs communs que le mouvement ouvrier organisé s'est construit et a tenté de contrer cette base de division qu'est l'existence de législations séparées. Les premières batailles, la journée de 10 heures. L'un des enjeux principaux des batailles livrées par les premiers syndicats canadiens est la réduction de la journée de travail. En 1833, le syndicat des charpentiers de Montréal mène une bataille victorieuse pour la diminution du nombre d'heures de 12 à 10. L'année suivante, les maîtres charpentiers tentent une contre-offensive et visent à ramener la journée à 11 heures. Cette fois, au printemps 1834, les compagnons charpentiers ne sont plus seuls dans la lutte. Les maçons et tailleurs de pierre se joignent à eux pour réclamer la journée de 10 heures. Puis s'ajoutent les syndicats de tailleurs, boulangers, cordonniers et pompiers.
Ce mouvement concerté pour l'obtention de la journée de 10 heures conduit à la création, à Montréal, le 12 mars 1834, de l'Union des métiers, Trade Union, première tentative de regroupement syndical réunissant les syndicats de Montréal et des villages avoisinants. L'Union est constituée d'un conseil de, entre guillemets, délégués de tous les métiers, fin des guillemets, note de bas de page 84, Ibidem, page 5. Né de la lutte pour la réduction de la journée de travail, ce regroupement devient le principal outil de la poursuite de cette lutte, de même qu'un centre d'initiative travaillant à la constitution de regroupements semblables dans d'autres villes canadiennes. Sitôt formé, il lance un appel en ce sens. Dès avril 1834, cet appel atteint Québec, où se discute la nécessité de former une, entre guillemets, union des métiers. Fermeture des guillemets, note de bas de page 85, Ibidem, page 6. Le mouvement pour la journée de 9 heures, 1872. En 1872, l'Assemblée des métiers de Toronto, entre parenthèses, Toronto Trade Assembly, fermeture de la parenthèse, lance le, entre guillemets, 9-hour movement, fin des guillemets. À la suite de Toronto et de l'union des typographes de cette ville qui sont les véritables initiateurs du mouvement, des, entre guillemets, ligues pour la journée de 9 heures, en fermeture des guillemets, sont créées dans nombreuses villes. Sarnia, Hamilton, Ottawa, Montréal, note de bas de page 86, la, entre guillemets, Ligue ouvrière de Montréal, fermeture de guillemets, voire le travailleur québécois et le syndicalisme, OPCIT, page 20, fin de note de bas de page. Guelph, Oshawa, Sainte-Catherine, Perth, etc. Du 15 au 24 avril se déroule une série d'événements qui constituent la première véritable mobilisation de masse et sur une base soutenue de la classe ouvrière canadienne. Pendant ces 10 jours, des assemblées et manifestations sont convoquées, des grèves sont déclenchées, des affrontements sans précédent ont lieu entre la bourgeoisie et la classe ouvrière organisée. Face à la montée de la combativité ouvrière, la bourgeoisie riposte par des accusations de conspiration, de nombreuses arrestations, l'emploi de détectives pour espionner les activités syndicales, la constitution de listes noires des travailleurs impliqués dans les activités syndicales, la dénonciation de la revendication de 9 heures comme, entre guillemets, communiste, etc. Les attaques sauvages de la bourgeoisie contre la classe ouvrière se trouvent bien condensées dans cette phrase de George Brown, éditeur du, entre guillemets, Globe de Toronto, virulent porte-parole de la bourgeoisie, adversaire féroce des syndicats, il rugit dans une assemblée patronale à Toronto le 18 avril 1872, début de citation, « Crush out the aspiration of employees, stamp out the movement, ostracize the union men, and drive them from Canada. » Fermeture de la citation, note de bas de page 87, cité dans Lipton, Charles, OPCIT, page 32. Fin de la note de bas de page. Au Québec, la presse bourgeoise, entre guillemets, le Nouveau Monde, en tête, dénonce les coalitions ouvrières comme, entre guillemets, antisociales, contraires au dessein de Dieu et complètement fausses en économie politique. Fermeture des guillemets, début de note de bas de page 88, le travailleur québécois et le syndicalisme, OPCIT, page 20. Fin de la note de bas de page. De nombreuses grèves déclenchées par le, entre guillemets, mouvement pour la journée de 9 heures sont victorieuses. À Hamilton, les typographes gagnent la journée de 9 heures, ainsi que des travailleurs d'autres métiers. Le Great Western Railway se voit forcé d'accorder les 54 heures pour un salaire de 58 heures et demie. À Montréal, le Grand Trunk Railway institue la journée de 9 heures avec une augmentation de salaire. À Toronto, des grèves sont gagnées par les typographes, les relieurs, les peintres, etc. Note de bas de page 89, Lipton, Charles, OPCIT, page 34, fin de la note de bas de page. De plus, cette bataille entraîne l'adoption par le gouvernement d'une législation reconnaissant que la libre association, en vue de combattre pour des augmentations de salaire et la réduction des heures de travail, n'est pas un acte de conspiration et ne viole pas le droit commun. Il s'agit clairement d'une victoire législative imposée au Parlement bourgeois par les luttes ouvrières. Note de bas de page 90. Cette loi adoptée par le gouvernement MacDonald en 72 est la première loi canadienne reconnaissant le droit d'association.
L'année précédente, en 1971, le Parlement britannique avait adopté une loi semblable. Fin de la note de bas de page. En plus de ces victoires syndicales et législatives, il faut également porter les éléments positifs suivants au bilan du mouvement pour la journée de 9 heures. Numéro 1. Le désir exprimé de plus en plus souvent et clairement d'une action politique indépendante de la classe ouvrière. Note de bas de page 91. Lipton Charles, OPCT, page 31. Fin de la note de bas de page. La publication d'un premier journal ouvrier, l'Ontario Workman. Et numéro 3, la formation de la première centrale syndicale canadienne, la Canadian Labour Union, CLU, en 1873. Né du, entre guillemets, 9-hour movement, fin des guillemets, la CLU devient l'organe central qui coordonne les luttes pour l'amélioration des conditions de travail, dont la réduction des heures de travail. À son congrès de fondation, en septembre 1873, elle réclame la journée de 9 heures pour tous et condamne le temps supplémentaire comme une pratique patronale entraînant pour les travailleurs la perte des avantages gagnés par la réduction des heures de travail. Note de bas de page 92, Ibidem, page 36. Elle réclame aussi, entre autres, une législation sur le travail des enfants et lance un appel à l'action politique des travailleurs. Oh, commentaire personnel, un syndicat qui appelle à l'action politique de la classe ouvrière. Mon Dieu, c'est rafraîchissant. Fin de mon commentaire. Si la coordination des luttes et l'unification des revendications vont en s'accentuant, et sont favorisées par l'existence d'une centrale, un pas énorme reste encore à faire dans cette voie. Nombreuses sont les revendications pour la journée de 10 heures, même après 1872, qui met de l'avant la journée de 9 heures. En 1875, à Montréal, les grévistes de la firme Chanteloup demandent 10 heures de même que les ouvriers du canal Lachine. En 1878, les ouvriers de la Hudon Cotton Mills à Hochelaga en 1880, etc. Note de bas de page 93. Hamelin J. Larocque P. Rouillard J. Répertoire des grèves dans la province de Québec au 19e siècle. Les presses de l'École des HEC, Montréal, 1970. Fin de la note de bas de page. Et ses conseils régionaux ou centraux, entre parenthèses Toronto, Montréal, Hamilton, etc. Note de bas de page 95. D'autres conseils centraux naîtront plus tard. Québec en 1890, Winnipeg en 1894, Halifax 1898. En 1900, il en existera plus d'une vingtaine. Lipton, OPCT, page 80. Fin de la note de bas de page. En 1886, note de bas de page 96, Québec Presse, supplément du 1er mai 1974, page 20. Fin de la note de bas de page. Le Conseil des métiers et du travail de Montréal, CMTM, se fixe deux principaux objectifs. Numéro 1. L'abolition du travail des femmes et des enfants dans les fabriques de clous, les tanneries et autres établissements similaires. Et numéro 2. L'adoption de la journée de 8 heures dans toutes les manufactures. En 1887, à son congrès d'Hamilton, le CMT adopte comme politique de base la journée de 8 heures et demande au gouvernement de la respecter dans tous ses contrats. En 1888, à son congrès de London, le CMT précise cette revendication. On demande d'imposer la journée de 8 heures dans toutes les branches d'industrie. Cette demande est renouvelée au congrès de 1889 du CMT à Montréal. Commentaire personnel. Ce que j'apprécie ici, puis ce que j'ai pas mentionné plus tôt, je pense qu'il fallait quand même souligner le fait qu'une lutte ouvrière a imposé le passage d'une loi au Parlement. Ça, c'est important de savoir que c'est possible et qu'avec la bonne stratégie et la bonne approche, on pourrait faire ça aujourd'hui. Mais ce que j'aime ici, ce que je remarque, c'est qu'on a une demande d'un syndicat qui est demandé pour l'ensemble des branches de l'industrie. Donc, c'est un syndicat d'un certain groupe de titres de travail, probablement, qui fait une demande et qui demande que cette chose soit donnée à tout le reste de la classe ouvrière. Je trouve que c'est important de mentionner ça parce que c'est une raison comment on va encourager le reste de la classe ouvrière qui n'est peut-être pas syndiquée à s'impliquer dans cette lutte parce que cette lutte les touche, elles et ils aussi. En tout cas, bref, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est très inspirant de voir ces opérations-là, ces décisions-là à cette époque. Des choses qu'on pourrait probablement refaire aujourd'hui.
Fin de mon commentaire. Cette demande est renouvelée au congrès de 1889 du CMT à Montréal. Parmi les délégués de Montréal à ce congrès se trouve le député ouvrier de Montréal-Est, Alexandre Lépine. Il soutient, début de citation, que le moyen, le meilleur et le plus court d'obtenir la journée de 8 heures est de recommander à toutes les unions ouvrières de l'adopter. Et il a proposé une motion à cet effet. Les sentiments, des délégués étaient très partagés. Les uns voulant une loi imposant la journée de 8 heures, les autres croyant qu'il vaut mieux que les ouvriers prennent eux-mêmes leur cause en main plutôt que de laisser reposer ce soin sur le gouvernement. Note de bas de page 97, ibidem page 21. Fin de la citation. On retrouve aujourd'hui les mêmes arguments par rapport à la bataille de l'indexation, par exemple. Certains dirigeants syndicaux, entre parenthèses, on l'a vu entre autres au colloque CSN-CEQ-FTQ, sur l'indexation en mars 1974, fin de la parenthèse, rejoignant là-dessus l'attitude des gauchistes, se replient derrière la soi-disant nécessité de stimuler le militantisme au niveau local pour mieux éviter de porter les revendications au niveau politique dans une action unifiée de tout le mouvement ouvrier organisé et dirigé contre l'État bourgeois. Note de bas de page 98. Marx a bien fait ressortir la distinction entre les luttes économiques et les luttes politiques, soulignant qu'une revendication économique devient une revendication politique lorsqu'elle cesse d'être réclamée individuellement au niveau d'un lieu de travail pour devenir une revendication de toute la classe dirigée contre l'État bourgeois qui se verra forcé de légiférer si la pression ouvrière est assez forte. Début de citation. Naturellement, le mouvement politique de la classe ouvrière a pour but final la conquête du pouvoir politique. Et il faut naturellement pour cela une organisation de la classe ouvrière ayant un certain degré de développement préalable et qui se forme et grandisse dans ses luttes économiques mêmes. Mais, d'autre part, chaque mouvement dans lequel la classe ouvrière s'oppose en tant que classe aux classes dominantes et cherche à les faire plier par une pression de l'extérieur est un mouvement politique. Par exemple, tenter d'arracher à des capitalistes individuels par le moyen de grève, etc., une réduction du temps de travail est un mouvement purement économique. Par contre, le mouvement visant à arracher la loi de 8 heures, etc., est un mouvement politique. Et c'est de cette façon que de tous les mouvements économiques isolés des ouvriers surgit partout un mouvement politique, c'est-à-dire un mouvement de la classe, pour faire triompher ses intérêts sous une forme générale, sous une forme ayant force de contrainte sociale générale. Si ces mouvements s'opposent à une certaine organisation préalable, ils sont tout autant de leur côté des moyens de développer cette organisation. Fin de la citation. Marx, K. Travail, salarié et capital, OPCIT, extrait d'une lettre de Marx à F. Boîte, entre guillemets, en Amérique, fin des guillemets, parenthèse, du 23 février 1871, page 118. En se limitant à, entre guillemets, prendre eux-mêmes leur cause en main, fin des guillemets, de manière isolée, les travailleurs ne peuvent que demeurer sans force, comprenant la nécessité de porter ces revendications au niveau politique et constatant qu'en ce domaine, comme dans tous les autres, la classe ouvrière n'est jamais bien servie que par elle-même, le Conseil des métiers et du travail de Montréal décide, en mai 1890, de présenter un candidat ouvrier, Joseph Belland, dans le comté de Sainte-Marie. Au programme ouvrier, qu'il a le mandat de défendre, se trouve la limitation à 8 heures de la journée de travail des femmes et des enfants et pour tous les travaux publics. Note de bas de page 99. Québec Presse, OPCIT, page 21. Fin de la note de bas de page. Les premières législations. Les nombreuses revendications relatives à la journée de travail poussent le gouvernement à répondre. Il le fait en mettant sur pied en 1886 une commission royale d'enquête sur les relations entre le capital et le travail. Elle révèle que le nombre d'heures de travail atteint pour un grand nombre d'ouvriers entre 60 et 84 heures par semaine, que certaines manufactures fonctionnent 7 jours par semaine et n'accordent que 2 journées de congé par an, Noël et Pâques entre parenthèses, que les enfants sont engagés à partir de 8 ans, etc. Note de bas de page 100. Le travailleur québécois et le syndicalisme, OPCIT, page 92-93. Commentaire personnel, mon Dieu, que ce livre a l'air intéressant. J'aurais le goût d'en faire un audio-livre dans le futur. Le travailleur québécois et le syndicalisme.
Intéressant. Fin de note de bas de page. Fin de mon commentaire. Face à ces conditions terribles, elle recommande un maximum de 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour les enfants et les femmes. L'interdiction d'employer des enfants de moins de 14 ans le jour et 16 ans la nuit, etc. Elle ne recommande cependant aucune restriction sur la journée de travail des hommes. De toute façon, la législation ouvrière n'est pas du domaine fédéral et ce sont les provinces qui vont légiférer. Au Québec, l'Acte des manufactures de 1885, note de bas de page 101, voire annexe 2, fin de note de bas de page, interdit le travail des garçons de moins de 12 ans et des filles de moins de 14 ans. Il limite le travail des femmes et des enfants, entre parenthèses pas celui des hommes, fin de la parenthèse, à 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Cependant, la journée de travail peut être allongée en vue d'abréger la journée du samedi. D'autre part, pour une durée n'excédant pas 6 semaines et lorsque les circonstances l'exigent, ces maxima, commentaire personnel, c'est la première fois que je vois ce mot-là, comme le pluriel de maximum. Intéressant. Fin de mon commentaire, ces maxima peuvent être portés à 12h30 par jour et 72 heures par semaine. En 1894, la, entre guillemets, loi relative aux établissements industriels du Québec, fermeture des guillemets, note de bas de page 102, ibidem, qui ne touche pas les mines, les ateliers de famille et, entre guillemets, ce qui plaît au lieutenant-gouverneur d'indiquer dans les règlements qu'il fait, fin des guillemets, n'apporte pas de changement substantiel à la loi de 1885 en ce qui concerne les heures de travail. En 1898, le congrès du CMT demande l'abolition du travail pour les moins de 14 ans et la journée de 8 heures. 10 ans plus tard, en 1908, le gouvernement ontarien interdit le travail des moins de 14 ans dans les établissements industriels et de moins de 12 ans dans les établissements commerciaux. Note de bas de page 103. Lipton Charles, OPCIT, page 117. Fin de la note de bas de page. Au moment où les demandes syndicales avaient été légitimement haussées à 16 ans. En 1909, le Québec interdit le travail des moins de 14 ans dans les établissements industriels seulement. La grève générale de Winnipeg est la journée de 8 heures. Au cours de la guerre de 1914-18, la bataille pour la journée de 8 heures essuie un dur coup. Au nom de, entre guillemets, l'intérêt national, la journée de travail est allongée et les efforts en vue de contrer ces pratiques sont sévèrement réprimés. Dans les usines de munitions surtout, le travail des femmes atteint et dépasse 72 heures par semaine. Dans de nombreuses autres usines, la journée atteint 10, 12, 14 et 16 heures et souvent, c'est la semaine de 72 heures. Note de bas de page 104, ibidem, page 168. Fin de la note de bas de page. Mais la lutte reprend de plus belle avec la grève générale de Winnipeg en 1919, note de bas de page 105. Voir The Winnipeg Strike, 1919, Kenneth McNaught et David Burkeson, bref, Longman Canada Limited, Don Mills, 1974. Fin de la note de bas de page. L'année 1919, avec l'influence de la révolution bolchevique de 1917 en Russie, est véritablement une année de montée du syndicalisme et du militantisme, marquée de nombreuses grèves. La lutte des travailleurs de la métallurgie de Winnipeg est à l'origine de la grève générale. Ils réclament, entre autres, la journée de 8 heures et la semaine de 44 heures avec temps double pour les heures supplémentaires. Le Conseil des métiers et du travail de Winnipeg lance un appel à la grève générale pour appuyer les métallos. Sur le bulletin de vote de grève, 3 enjeux dont la journée de 8 heures. La grève est déclenchée le 15 mai. En 48 heures, elle est générale. Commentaire personnel, wow, c'est un moment vraiment incroyable de notre histoire, de nos luttes. Fin de mon commentaire personnel. Des débrayages massifs s'organisent dans toutes les grandes villes du pays pour des durées variables en vue d'appuyer les travailleurs de Winnipeg et de soutenir la revendication de 8 heures. La grève générale se termine le 26 juin après avoir été violemment réprimée par la police et l'armée. Malgré la défaite de la grève générale, les ouvriers de la métallurgie en tirent néanmoins une victoire partielle dans la mesure où la semaine de travail passe de 55 à 50 heures sans réduction de salaire. La poursuite de la bataille. La lutte pour la réduction de la journée de travail se poursuit au cours des années qui suivent. Voici quelques points de repère historiques, quelques batailles parmi les plus importantes. Note de bas de page 106.
L'enjeu des batailles mentionnées n'était pas uniquement la réduction de la journée de travail, bien entendu. D'autres objectifs, comme les augmentations de salaire et la reconnaissance syndicale, par exemple, étaient aussi fondamentaux. La mention exclusive de l'élément, entre guillemets, réduction de la journée de travail, fin des guillemets, dans le cas analysé, n'a pas pour but de réduire l'enjeu de ces batailles à ce seul aspect. Elle répond simplement à l'objectif de l'étude en cours qui porte sur la journée de travail, fin de la note de bas de page 106. En 1937, grève générale des ouvriers du textile au Québec contre la Dominion Textile, j'imagine, et pour la réduction de la semaine de travail de 60 à 40 heures. Les grévistes obtiennent la semaine de 50 heures. Note de bas de page 107, Lipton, Charles, OPCIT, page 260. 1937, grève des 4000 travailleurs de General Motors à Oshawa pour la semaine de 40 heures. Le règlement, 44 heures. Note de bas de page 108, Ibidem, page 260. 1946, grève victorieuse des 5000 marins des Grands Lacs pour les 3 chiffres de 8 heures. Note de bas de page 109, Ibidem, page 271, fin de la note de bas de page. 1946, grève de 6000 travailleurs du textile de Montréal et Valleyfield contre Dominion Textile et pour la journée de 8 heures, gain de la journée de 8 heures avec le temps et demi après 8 heures. Grève célèbre marquée par l'intervention de Duplessis, l'arrestation des leaders Kent Rowley et Madeleine Parent, accusés de sédition et de conspiration, etc. Note de bas de page 110, Ibidem, page 272-74. Fin de la note de bas de page. 1950, grève de 130 000 employés des chemins de fer des compagnies canadiennes Canadian National et Canadian Pacific pour la semaine de 40 heures sans diminution de salaire, même si la grève est cassée par une loi spéciale du gouvernement Saint-Laurent, devant l'aplaventrisme des dirigeants du Conseil du travail du Canada. Une décision arbitrale accorde les 40 heures et une légère augmentation salariale. Note de bas de page 111, Ibidem, page 284 jusqu'à 287, fin de la note de bas de page. Ce règlement est le prélude à la législation fédérale concernant la semaine de travail des employés des industries relevant de l'autorité fédérale incorporée dans le Code canadien du travail en 1965. Cette législation, note de bas de page 112, voire annexe 1B, fin de la note de bas de page, fixe une durée normale de 8 heures, 40 heures pour la journée et la semaine de travail, entre parenthèses, durée maximale de 48 heures, fin de la parenthèse, avec temps et demi après 8 heures et 40 heures. À ces nombreux conflits, il faut ajouter les batailles historiques qu'ont connues les travailleurs du Québec sous le régime de la terreur duplessiste. La grève de la chute en 47, de l'amiante en 49, de Louisville et de Dupuis frères en 1952, d'Arvida et Murdochville en 1957. Si les enjeux principaux de ces conflits étaient les droits d'association, la reconnaissance syndicale, le droit de grève et les salaires, qui devenaient ainsi des prérequis fondamentaux, la question des heures de travail n'était pas absente pour autant des revendications des travailleurs. Il faut mentionner, entre autres, que la grève de Dupuis frères a permis d'obtenir la semaine de 40 heures. Où en est-on? Comme résultat de ces batailles, le nombre moyen d'heures de travail par semaine décline progressivement. Il est de 44,3 en 1945 et de 42,2 en 1948. Pour 45 et 59, il varie, comme l'indique le tableau suivant, selon l'industrie. Tableau 4.1, heures normalement travaillées par semaine par les employés à temps plein, Québec en 1945 et 59. Secteur d'activité économique, entre 45 et 59, donc mine en 45, heures, nombre d'heures 43.9, en 59, 41.5. Industrie manufacturière, 44.1 ou 40.7. Construction, 40.2 ou 39.6. Travaux publics, 36.7, 41.2. Services, 43.8, 39.4. Donc, on a une réduction du temps de travail moyen par semaine du nombre d'heures pour le secteur des mines, l'industrie manufacturière, construction et services. Mais pour ce qui est des travaux publics, elle augmente de 36 à 41. Donc, je pense que c'était ça l'intention de l'auteur. Source, Lipton Charles, OPCIT, page 302. Ces chiffres continuent de s'améliorer légèrement au cours des années qui suivent, comme l'indique le tableau 4.2 qui souligne également
la différence entre le nombre d'heures de travail du personnel de direction et des simples travailleurs. Ah ouais? OK. Ça, c'est 4.1. Ah, 4.2 plus tard. OK, bon. Il y a beaucoup de données dans 4.2. On va le voir plus tard. Ben, je vais aller le voir. OK. Tableau 4.2. Heures normalement travaillées par semaine par les employés à temps plein Québec en 1972. On a le secteur d'activité économique. Ensuite, on a la distinction entre personnel de direction, personnel professionnel et personnel technicien contremaître. Donc, par exemple, dans le secteur activité économique de forêt abattage, on a pour la direction 34.3, pour le personnel professionnel 34.1 et pour les personnels techniques 44.7. Et je vais pas faire, mon Dieu, l'inventaire de tous ces titres. On a mine, aliments, caoutchouc, textile, bonneterie, bois et meubles et une autre quinzaine de types de travail. Mais si j'observe les chiffres rapidement, comme on peut s'y attendre, oui, c'est ce que je pensais. 37,42, 36,37, 37,39, 37,39, 36,40. Là, tout ce que je fais, c'est que je compare le personnel de direction avec le personnel technicien et on peut voir que dans tous les cas, effectivement, la direction fait moins d'heures en moyenne par semaine que le personnel technicien, contremaître, etc. C'est intéressant. Le tableau 4.3, bon, allons-y, tableau 4.3. Durée moyenne de la semaine de travail en heures et écart autour de la moyenne par région administrative, 1er octobre 1973, métier de l'entretien et des services. Donc, on a en haut de page, secteur d'activité, province de Québec, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, Côte-Nord. Donc, on a pour le forestage et abattage, la moyenne est de 44,4 pour la province de Québec, avec un écart entre 32 et 48. En Gaspésie, on a une moyenne de 45, un écart, mon Dieu, pas d'écart, 45-45. Bref, je vais essayer de dévoiler les leçons typiques. Donc, par exemple, la province de Québec, on voit que pour l'abattage et la préparation de la viande, la moyenne, bien que la moyenne est de 41,3, on a un écart entre 37 et 50. Fabrique laitière, moyenne 41,6, différence entre 35 et 54. Donc, c'est pas mal ce que je peux voir, mais on va voir ce que l'auteur veut en tirer dans son texte. Le tableau 4.3, plus détaillé, fait voir comment ces moyennes se traduisent lorsqu'elles se décomposent au niveau des régions du Québec à la fin de 1973. Le tableau 4.4 établit la semaine de travail moyenne dans différentes industries et villes au Canada à la même date. Le tableau 4.5 fait ressortir le pourcentage des travailleurs bénéficiant de la journée de 8 heures, de la semaine de 5 jours et de 40 heures au Québec en 1972. Commentaire personnel. Quel magnifique travail de recherche de notre auteur qu'il y a tellement de tableaux que j'ai de la misère à suivre moi-même. Bref. Je vais quand même y aller en ordre, puis on verra le tableau 4.3, 4.4, 4.5 quand on va y arriver à la page. On constate que si pour l'ensemble des industries, seulement 5% des travailleurs travaillent plus de 5 jours par semaine au Québec, 20% en Gaspésie, 19% dans le Nord-Ouest. Par contre, 18% des travailleurs travaillent plus de 8 heures par jour, 33% en Gaspésie, 36% dans le Nord-Ouest. 22% travaillent plus de 40 heures par semaine, 44% en Gaspésie, 57% dans le Nord-Ouest, et 4% travaillent 48 heures ou plus, 21% en Gaspésie, 44% dans le Nord-Ouest. Ces chiffres varient aussi beaucoup selon les industries. Il faut aussi tenir compte de la distribution de ces heures de travail dans une journée. Par exemple, les chauffeurs d'autobus de la ville de Montréal ont bien la journée de 8 heures en 75, mais le système des, entre guillemets, heures brisées, fermeture des guillemets, les force à étaler ces 8 heures sur une durée de 13 heures. C'est comme quand tu travailles au McDo, puis ils te font rentrer 3 heures, pause, puis un autre 3 heures. C'est magnifique. Ou dans les restaurants en général. Donc, 4.3, c'était secteur d'activité par secteur géographique. 4.3, continuation. 4.4, statistiques sommaires des heures hebdomadaires moyennes des employés à salaire, heures déclarées, et de la rémunération horaire. Donc, on a à gauche, branche d'activité et région, et à droite, heures hebdomadaires moyennes, décembre 1973 en nombre. Donc, branche d'activité, on a mine, manufacture, biens durables, biens non durables, construction, autres, etc. Et on change les nombres d'heures hebdomadaires moyennes de 40, 38, 38, 37, 33, 42, 43, 32, et 27 pour le secteur de l'hôtellerie, restaurants et tavernes. Donc, les heures hebdomadaires fluctuent en fonction de la branche d'activité. Et
en fonction aussi des régions urbaines. Halifax, 38,9, Montréal, 37. On a 42 à Trois-Rivières. On a 35,4 à Vancouver. Source. Emploi, gain et durée de travail, Statistique Canada, janvier 1975. Commentaire personnel, il faudrait mettre ces statistiques à jour. Mettons que si je transformais ce chapitre en pamphlet pour vendre à nos tables à tout le monde qu'on rencontre, probablement que je mettrais ces données à jour en comparaison. Ça serait intéressant de voir où sont les infirmières et les enseignantes aujourd'hui, ainsi que le personnel de soutien, bien sûr. Tableau 4.5, durée de travail des employés hors bureau, 1972. On a bien sûr à gauche le secteur industrie et région administrative. À droite, le nombre total établissement répondant, employés. Et mon Dieu. Et à droite, on a heures par semaine, plus de 5 jours par semaine, plus de 8 heures par jour, 40, plus de 40, plus de 48. Beaucoup de pourcentages, beaucoup de chiffres. Je pense qu'à l'oral, ça va être difficile de voir. Je vous invite à aller voir soit le chapitre du livre, bien sûr, où la source est Conditions de travail au Québec pour les activités économiques choisies, BSQ, Service de l'industrie et de la main-d'œuvre, 1972. Pour plus de détails, parce que expliquer ces choses-là devient un peu... j'ai de la misère rapidement comme ça à tout expliquer les tendances de ces chiffres. La législation au Québec. Malgré cette évolution, malgré ces gains remportés par de nombreux travailleurs organisés, un grand nombre de travailleurs ne sont encore aujourd'hui protégés par aucune loi adéquate au Québec quant à la durée de la journée de travail. Voici comment cette législation a évolué depuis l'adoption en 1894 de la loi des établissements industriels. Cette loi, qui n'apportait que des changements mineurs à l'acte des manufactures de 1885, fixait à 10 heures par jour et à 60 heures par semaine le travail des femmes et des enfants, entre parenthèses, pas celui des hommes, fermeture des parenthèses. Cependant, la journée de travail pouvait être allongée en vue d'abréger la journée du samedi. Il me semble, commentaire personnel, que j'ai lu ça tantôt. En tout cas. D'autre part, pour une durée n'excédant pas 6 semaines et lorsque les circonstances l'exigeaient, ces maximums pouvaient être portés à 12 heures par jour et 72 heures par semaine. Note de bas de page 114, voire annexe 2. Les raisons qui permettent de mettre en vigueur cette disposition sont A. S'il arrive un accident au moteur ou machine d'un établissement industriel. B. Si, par quelque cause indépendante de la volonté du patron, les moteurs ou machines ne peuvent être régulièrement mis en marche. Et C. S'il arrive une cause quelconque de chômage pour les ouvriers. En 1934, la loi devient la, entre guillemets, loi des établissements industriels et commerciaux, fin des guillemets. Elle fixe à 10 heures par jour et à 55 heures par semaine le travail des femmes et des moins de 18 ans. Entre parenthèses, encore une fois, pas celui des hommes. Fin des parenthèses. Dans les établissements industriels, le maximum est de 60 heures par semaine dans les établissements commerciaux des villes de plus de 10 000 âmes. Les maxima peuvent encore être portés à 12 heures par jour ou 65 heures par semaine pour une durée n'excédant pas 6 semaines lorsque les circonstances l'exigent. Note de bas de page 115, ibidem, et ça va être ibidem pour 115, 116, 117, 118. Donc, je n'irai pas les lire aussi. En 1934, on adopte aussi la loi relative à l'extension des conventions collectives de travail qui confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'étendre à toute une industrie et ou à un même métier les conditions de travail négociées au niveau d'une entreprise de cette industrie. Et ce, dans les limites de la juridiction territoriale prévue dans la Convention collective. En 1937, la loi relative au bien-être de la jeunesse établit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prohiber dans les établissements qu'il désigne le travail des garçons et des filles de moins de 16 ans. Entre parenthèses, c'est 14 ans de façon générale depuis 1909, fin de la parenthèse, et de moins de 18 ans dans le cas des travaux dangereux. Note de bas de page 116, ibidem. En 1938, l'ordonnance numéro 4, et en passant, commentaire personnel, je lis ça pour vous et la première fois pour moi-même, et rapidement comme ça, avoir tous ces chiffres, ces années, ces statistiques, c'est difficile pour moi de suivre et de comprendre tous les exemples de lois spécifiques, mais je comprends, je pense qu'il y a une certaine évolution qui se passe, mais que, mon Dieu, 1, c'est lent, 2, c'est tout le temps genre pour les femmes et les enfants. 3, ça reste à plus de 40 heures par semaine. 4, plus de 8 heures par jour. 5, les hommes sont toujours ignorés
dans ces lois-là. Donc, l'ensemble de la classe ouvrière, en réalité. Donc, c'est des petites révisions, des petites réformes sur les coins de table. On coupe un petit peu ici, on coupe un petit peu là, mais l'ensemble reste la même affaire. Fin de mon commentaire personnel. En 1938, l'ordonnance numéro 4 de la loi des salaires raisonnables, entre parenthèses votée en 1937, établit des normes quant à la durée de la semaine de travail dans certaines industries, entre parenthèses 55 heures pour les établissements commerciaux, boucheries, charcuteries, etc., 60 heures pour les scieries, les industries saisonnières, etc. Elle fixe une limite de 55 heures par semaine pour les femmes et les moins de 18 ans et de 72 heures pour les hommes. Ah! Ces maxima peuvent évidemment, et, je veux dire, j'arrête commentaire personnel, il ne me fait aucun doute que ce maximum pour les femmes et les enfants vient d'un point de vue de société où les femmes ont un rôle de prendre soin des enfants, rester à la maison, blablabla. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on valorise les femmes. En tout cas, j'ai pas l'impression que cette limitation-là pour les femmes et les enfants, c'est grâce au progressivisme des capitalistes de l'époque. Au contraire, j'ai l'impression que c'est parce qu'ils pensent probablement que les femmes sont pas capables de travailler comme les hommes. En tout cas, bref, on continue. Ces maxima peuvent évidemment être élevés, entre guillemets, en cas de force majeure, fermeture des guillemets, note de bas de page 117, ibidem, fin de la note de bas de page. Elle établit aussi le temps et demi pour les heures supplémentaires. Cette règle est assortie de 10 règles d'exception au paiement du salaire et demi. En 1941, la loi relative à la limitation des heures du travail donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir théorique de décréter le nombre d'heures de travail par jour et par semaine dans certaines industries et régions qui seront déterminées par des arrêtés ministériels. Son pouvoir ne s'étend pas à l'industrie agricole ni aux industries qui subissent une concurrence extérieure. Cette loi ne change rien aux limites générales établies par les lois antérieures. En 1964, la loi des établissements industriels et commerciaux est remaniée de manière à incorporer les dispositions de la loi de 1934. Mon Dieu. 30 ans plus tard, il faudrait incorporer les dispositions d'une autre loi. En tout cas, sur le bien-être de la jeunesse. Aucune amélioration n'est apportée quant au nombre d'heures. En 1964, l'ordonnance numéro 4 de la, entre guillemets, loi du salaire minimum, fermeture des guillemets, établit la semaine normale, entre parenthèses en général, fermeture des parenthèses, à 45 heures. Cette semaine normale est fixée à 48 heures dans les exploitations forestières, 50 heures dans les scieries, etc. Note de bas de page 19, ibidem, fin de la note de bas de page. En 1974, la journée de travail est portée à 9 heures et la semaine à 50 heures dans les établissements industriels pour les femmes et les moins de 18 ans. Rien de mentionné pour les hommes. Encore une fois, mon Dieu, Louis Gill, il mentionne ça à chaque 3 paragraphes. Fin de mon commentaire personnel. Dans les établissements commerciaux, le maximum reste à 60 heures et ce maximum disparaît pour la quinzaine qui précède le jour de l'an. Comparaison des législations. Au terme de cette rétrospective de l'évolution de la législation en matière d'heures de travail, on constate qu'en 1975, au Québec, il n'y a pas encore de loi fixant pour l'ensemble des travailleurs une durée maximale. Une telle durée n'existe que pour les femmes et les moins de 18 ans. Elle est de 9 heures par jour et 50 heures par semaine dans les établissements industriels et de 54 heures pour les établissements commerciaux. Par ailleurs, une durée normale est établie à 45 heures par l'ordonnance numéro 4 de la loi du salaire minimum depuis 1964. Elle ne s'applique pas de façon générale et exclut les travailleurs agricoles, domestiques, salariés régis par un décret. Note de bas de page 120, voire annexe 3, fin de la note de bas de page. Comme l'indique le tableau comparé de l'annexe 3, le Québec est loin d'être à l'avant-garde en cette matière. En Ontario, une durée maximale de 8 heures 44 heures est établie depuis 1970 et s'applique de façon générale, sauf pour certaines catégories de travailleurs, comme les pompiers, les agents de police, les travailleurs de la construction, etc. En Colombie-Britannique, une loi semblable existe depuis 1972. Au Canada, pour les industries relevant de l'autorité fédérale, entre parenthèses, celles pour lesquelles le Canada détient la juridiction, en vertu de l'article 91 de l'AANB,
fin de la parenthèse, note de bas de page 121, voir annexe 1A, fin de la note de bas de page. Une durée normale est fixée à 8 heures, 40 heures et une durée maximale à 48 heures, note de bas de page 122, voir annexe 1B en plus de l'annexe 3, fin de la note de bas de page. En France, si aucune durée maximale n'est fixée, la durée normale de 40 heures s'applique à tous les travailleurs qui voient leur taux régulier majoré de 25% après 40 heures et de 50% après 48 heures. En Allemagne, c'est la durée normale journalière qui est fixée à 8 heures et le taux horaire est majoré de 25% après 8 heures. Aux États-Unis, en 1892, 4 ans après que l'AFL ait relancé la bataille pour la journée de 8 heures, après le massacre de Chicago de 1886, et 2 ans après que la Deuxième Internationale ait relancé cette bataille au niveau international, on adoptait une loi, entre parenthèses, 8-hour law, fermeture des parenthèses, qui, dans sa forme originelle, établissait une limite absolue de 8 heures par jour aux travailleurs des projets publics. Aujourd'hui, elle est toujours en vigueur, mais n'impose pas de limite absolue. Elle stipule que les heures supplémentaires au-delà de 8 heures par jour doivent être payées à temps et demi. Une loi de 1938, entre parenthèses Fair Labor Standards Act, fin de la parenthèse, amendée par la suite, établit la semaine normale à 44 heures, 42 heures et 40 heures après la première année, la deuxième et la troisième respectivement. Le taux horaire est porté à temps et demi au-delà de cette semaine normale. Son application est générale, note de bas de page 123, voire annexe 4 en plus de l'annexe 3. En Angleterre, la loi des manufactures, entre parenthèses Factories Act 1961, fin de la parenthèse, limite à 48 heures par semaine et à 10 heures par jour, entre parenthèses 9 heures par jour pour les travailleurs qui ont une semaine de 6 jours, fin de la parenthèse, la durée de travail des femmes et des enfants de 16 à 18 ans dans les établissements définis dans la juridiction de la loi. Le ministère de l'Emploi, entre parenthèses Department of Employment, peut permettre de déroger à cette règle si, entre guillemets, l'intérêt du public, fin des guillemets, le commande. Aucune loi ne fixe la durée maximale de la journée de travail pour les hommes. La durée normale de la semaine de travail en Angleterre est de 39-40 heures pour les travailleurs manuels et de 37-38 heures pour les autres. La semaine de 5 jours est aussi la norme. Cette durée normale est cependant affectée par le temps supplémentaire qui porte, par exemple, à 45 heures la semaine de travail des femmes, par rapport à une durée normale de 38 heures. Note de bas de page 124. Britain, 1974, An Official Handbook, London, Her Majesty's Stationery Office, 1974, page 381. Le rapport Castonguay de mai 1975, devrais-je dire. À partir de ces observations, on est forcé de reconnaître que la législation québécoise relative aux heures de travail est à peu près la pire qui existe dans les pays capitalistes industrialisés. En mai 1975, Claude Castonguay, ex-ministre des Affaires sociales du gouvernement libéral de Robert Bourassa, remettait au gouvernement un rapport au nom de, entre guillemets, Groupe de travail sur la politique de salaire et des conditions minimales de travail. Fin des guillemets, note de bas de page 125, rapport du groupe de travail sur la politique de salaire et des conditions minimales de travail. Revue Travail Québec, mai 1975, par le président Claude Castonguay et Jean Barry, Diane Jean Laberge, Louis J. Lemieux. Fin de la note de bas de page. Groupe qu'il présidait. Dans cette étude, on note que, en début de citation, le Québec se situe à peu près dans la moyenne pour ce qui est de la durée hebdomadaire. Contrairement à d'autres provinces, cependant, il n'y a pas de durée journalière normale de travail au Québec. Fin de la citation, note de bas de page 126, ibidem, page 33. Fin de la note de bas de page. Non seulement n'y a-t-il pas de durée journalière normale, pourrait-on répliquer, mais il n'y a pas non plus, contrairement à ce qui existe dans la législation de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Canada, de durée journalière maximale touchant l'ensemble des travailleurs. Pour, entre guillemets, remédier, fermeture des guillemets, à cette situation, Castonguay recommande, début de la citation, que la journée normale journalière de travail soit définie par la loi
et qu'elle soit de 9 heures par jour. Fin de la citation, note de bas de page 127, ibidem, page 82, fin de la note de bas de page. Alors que la durée maximale est de 8 heures par jour pour les travailleurs de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et les travailleurs de l'ensemble du Canada qui tombent sous la juridiction fédérale, Castonguay ne recommande rien quant à la durée maximale et se contente de proposer 9 heures comme durée normale. Voilà ce qu'estime, entre guillemets, normal, fermeture des guillemets, notre ex-ministre, si bien connu pour les mesures soi-disant, entre guillemets, socialisantes, fermeture des guillemets, qu'il voulait implanter au ministère des Affaires sociales. Numéro 3. Nouvelle forme d'allongement de la journée de travail. Si, malgré l'absence d'une législation adéquate, un nombre sans cesse croissant de travailleurs bénéficient maintenant de la journée de 8 heures et semblent à première vue à l'abri de toute forme d'allongement de la journée de travail, il faudrait se garder de se méprendre sur cette question. En effet, nombreuses sont aujourd'hui les tentatives tant ouvertes que cachées en vue de rétablir les sources de la plus-value absolue, sans compter le travail supplémentaire obligatoire, commentaire personnel, un terme connu, fin de mon commentaire personnel, contre lequel se mènent de plus en plus de grèves importantes, entre parenthèses industrie de l'automobile, Firestone de Joliette, 10 mois de grève en 1973, Canadian Gypsum de Montréal, 10 mois de grève en 73-74 de Joliette, 15 mois de grève en 73-74, United Aircraft de Longueuil, 20 mois de grève en 74-75, etc. Note de bas de page 128. Le temps supplémentaire obligatoire n'était évidemment pas la seule demande importante défendue à l'occasion de ces conflits. Il suffit de mentionner la bataille pour la Formule Rand et la reconnaissance syndicale à la United Aircraft, bataille qui, en raison de la faillite honteuse des directions syndicales, se solda malheureusement par une écrasante défaite malgré la combativité exemplaire des travailleurs. Fin de la note de bas de page. Cette tentative se dissimule même de plus en plus sous des apparences contraires. La formule la plus caractéristique est celle de, entre guillemets, l'horaire comprimé, fin des guillemets, qui vise à instaurer la semaine de 4 jours à 10 ou 12 heures par jour, entre parenthèses, souvent sous prétexte de vouloir faire profiter ces travailleurs d'une soi-disant civilisation du loisir, fin de la parenthèse. Comme pour toutes les autres formules du genre, il ne s'agit que d'un moyen détourné d'augmenter la semaine de travail. Sous-payé et pressé par la nécessité de consommer pour survivre, l'ouvrier qui termine ses 4 jours n'a le plus souvent d'autre choix que de chercher un second emploi pour ses jours de loisirs. Il travaille finalement un plus grand nombre d'heures par semaine. L'employeur qui a apporté... Commentaire personnel. Ça, je trouve ça très intéressant comme statistique à dévoiler pour le Québec d'aujourd'hui parce que dans le Front commun, FAE, etc., qui viennent de se dérouler au Québec, parce que là, on est au mois de février 2024, donc on sort un peu d'un processus de négociation. Il y a eu des votes. Je suis pas certain que tous les votes sont terminés et que, bref, l'offre est acceptée, sectorielle, etc. Mais ce qui m'intéresserait de savoir serait le nombre de professeurs, le nombre, bref, de tous ces emplois-là publics qui ont des deuxièmes emplois ou qui ont des heures supplémentaires ailleurs que dans leur emploi principal. Ça serait une statistique importante parce que ça serait comme du temps supplémentaire obligatoire, mais pas obligé par ton boss, mais par ta nécessité de survivre, dans le fond. Fin de mon commentaire personnel. L'employeur qui a porté la journée de travail à 10 ou 12 heures au lieu de 8 jouit d'une production accrue et la classe capitaliste dans son ensemble soutire de la classe ouvrière une plus-value absolue sous une forme détournée. À l'époque du capitalisme avancé, caractérisé par l'extorsion de la plus-value relative, cette nouvelle forme d'extorsion de la plus-value absolue dénote le besoin qui s'impose au capitalisme de recouvrir à tous les moyens possibles, entre parenthèses, intensification du travail, augmentation des cadences, réduction des normes de sécurité, etc., fin des parenthèses, en vue de trouver une solution aux difficultés croissantes qu'il éprouve à se perpétuer. Comme exemple de cette formule patronale de, entre guillemets, l'horaire comprimé, fin des guillemets, il est éclairant d'analyser la proposition du, entre guillemets, comité patronal de négociation dans les affaires sociales, fin des guillemets, entre parenthèses, CPNAS, fin des parenthèses, à quelques 90 000 des 111 000 salariés des affaires sociales, membres du Front commun, entre parenthèses, CSN, CEQ, FTQ, fin des parenthèses, à l'occasion de la négociation de 75 et 76. Cette proposition visait le personnel infirmier, professionnel et auxiliaire, le personnel de soutien des centres hospitaliers,
entre parenthèses, employés de cuisine, d'entretien, de buanderie, etc., fin de la parenthèse, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés à dispenser des services 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Selon la proposition patronale, les employés visés, et particulièrement les infirmières, ne travailleraient plus 10 jours de 8 heures, ne travailleraient plus 10 jours de 8 heures sur une période de 2 semaines, mais 6 jours de 12 heures et une journée de 8 heures. Les 3, entre guillemets, quarts, fermeture des guillemets, de 8 heures dans une journée seraient remplacés par 2, entre guillemets, quarts de 12 heures, comme le montre le graphique suivant. Note de bas de page 129. Voir l'article de Pierre Boulet. Entre guillemets, voudriez-vous travailler 12 heures par jour? Fermeture des guillemets, dans Le Soleil, 31 janvier 1976, page B1. Voir aussi les nombreuses publications du Front commun intersyndical, entre autres le bulletin numéro 5 du Front commun secteur public, CSN, CEQ, FTQ, 15 février 1976, et le bulletin de liaison, entre guillemets, spécial affaires sociales, fermeture des guillemets, CSN, fin février 1976. Commentaire personnel, je serais curieux de comparer le nombre de publications de ce Front commun en 1975-1976 et le total des publications syndicales politiques pour les membres du Front commun de 2023-2024. Pardon. Donc, proposition patronale. Horaire traditionnel. 5 Oh boy, comment est-ce que tu... Oh non. OK, ce tableau est absolument... Il n'y a pas de ligne, c'est juste des données qui sont pas droites. C'est comme si on avait mis des données dans Word avec la touche espace manuellement, puis qu'on avait changé le format et que le format avait tout mélangé le formatting et que là, tout est partout. OK. Ouais, malheureusement, je suis pas capable de comprendre les données. C'est à la page 169 du livre de Louis Gill. Si vous voulez aller voir ce que le tableau essaie d'expliquer, à première vue, je suis pas capable de le comprendre. Là où il faut normalement 10 infirmières en 24 heures, selon l'horaire traditionnel, il n'en faut plus que 7 avec l'horaire comprimé. Cette formule entraîne des mises à pied évaluées à 15 ou 20% du personnel par les salariés. L'horaire comprimé entraîne également un surcroît de travail et de fatigue et par suite une diminution de la qualité des soins aux malades. Après 8 heures de travail, en effet, des études ont... Commentaire personnel, mon Dieu. On le savait en 1975, puis encore aujourd'hui, les gens vont genre publier des études comme si genre, hey, saviez-vous ça? C'est pas une question de le savoir ou non, c'est une question de rapport de force, maudite affaire. Les boss le savent que c'est ça qui se passe. Ils s'en foutent, eux autres, ils veulent faire plus de cash. En tout cas, fin de mon commentaire personnel. Une diminution de la qualité des soins aux malades. Après 8 heures de travail, en effet, des études ont démontré que le taux d'erreur augmente de 40%. Si un tel système devait être mis en vigueur, les conséquences de ces erreurs retomberaient inévitablement sur les malades. Mais cela est secondaire aux yeux des administrateurs des hôpitaux, pour qui la rentabilisation prime avant tout, à l'instar des administrateurs du secteur privé qui recherchent des formules analogues. Ce n'est évidemment pas dans ces termes qu'ils présentent la proposition de changement, mais plutôt en prétextant leur intention d'humaniser les conditions de travail et de favoriser aux travailleurs l'accès aux loisirs. Ah! C'est ça le libéralisme, c'est de mettre du rouge à lèvres sur un cochon. Bref. Pourtant, au moment même où les administrateurs de l'État proposaient à certains de leurs employés un horaire comprimé, ils offraient à d'autres catégories d'employés, aux fonctionnaires par exemple, un allongement de la semaine de travail de 32h30 à 35 ou encore l'horaire flexible. 2 poids, 2 mesures? Non. Un seul objectif, la compression des dépenses, la rentabilisation du système administratif d'État, quelles que soient les conséquences qu'en supporteront les travailleurs et les usagers des services. Seule l'opposition concertée des syndiqués des hôpitaux a permis d'empêcher l'instauration de ce système dans la négociation de 75-76. Il n'est pas dit que cette victoire a pour autant été définitivement remportée. Les administrateurs de l'État sauront sans doute revenir à la charge. Quelle magnifique parole prophétique de Louis Gill, parce que c'est à partir de justement les années 80-90 qu'on a eu les vagues après vagues après vagues d'austérité, d'attaques antisyndicales, de contrats de travail sous bâillon, etc., etc. Pourquoi on veut faire le socialisme? Parce que tu peux pas gagner des réformes sur le capitalisme. Si tu gagnes à travers la sueur, puis ton travail, puis ton sacrifice, puis tout le kit,
dans 30 ans, si les capitalistes vont tout faire pour les racheter, les ravoir, les chercher de leur bord pour les regagner. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'émancipation sur ce système économique. Annexe 1, définition. OK, bon, on va lire les annexes. Annexe 1, extrait du Code canadien du travail. A. Définition d'entreprise fédérale. Entreprise, affaires ou ouvrage de compétence fédérale ou entreprise fédérale signifie tout ouvrage, entreprise ou affaire ressortissant au pouvoir législatif du Parlement du Canada, y compris sans restreindre la généralité de ce qui précède. A. Tout ouvrage, entreprise ou affaire réalisée. Ouais, OK, ouais. C'est, OK, camarades, c'est du langage technique. Je veux dire, ici, il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I. Toute banque, toute station, écoute, là, c'est des affaires de 1975 qui s'appliquent peut-être même plus aujourd'hui. Donc, si vous êtes curieux sur la définition d'entreprise fédérale, je vous encourage à aller sur le site canadien de 2024, voir les définitions techniques, si c'est votre intérêt. Ensuite, il y a des extraits de lois qui ont été mentionnés à la lecture du chapitre un peu partout dans les notes de bas de page. Donc, ces lois-là, ces extraits-là sont dans le livre, mais aussi sur Internet, sur les archives de nos législations et nos lois fédérales et provinciales, bien sûr. Je regarde s'il y a d'autres parties intéressantes dans ce chapitre avant le début de la prochaine section du texte. Mon Dieu que ce texte était riche. Et là, ici, on a le résumé, l'évolution du travail. OK, donc on a l'évolution à la page 186 du livre, évolution de la législation de la durée du travail. Donc, 85, Acte des manufactures, 94, 1909, 1934, 38. Et on a ici heures par jour, enfants interdits. Bref, c'est comme un résumé en forme de tableau des données qui ont été expliquées dans le chapitre. Ensuite, on a annexe 3, tableau comparé des législations entre les différents territoires, donc Québec, Ontario, Colombie-Britannique. Et ensuite, on a les lois, le nom des lois et les normes établies. Donc, on parle durée maximale, durée normale, etc. Donc, si on veut comparer rapidement à l'œil les États-Unis, l'Angleterre, le Québec, etc., on peut le faire dans l'annexe 3. L'annexe 4 est États-Unis Legislation ouvrière, heures de travail. Et ça, un peu comme on vient de voir, les années et le nom des différents actes et ce qui s'est passé. Et ça termine le chapitre. Alors, le prochain chapitre va être le chapitre 5, le caractère spécifique du capitalisme. J'ai hâte de le lire. Alors, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'est vraiment un honneur et c'est vraiment encourageant de voir les gens profiter et s'intéresser à ce matériel. Je pense que ça éclaircit le travail qu'il faut faire pour changer notre société. Ça éclaircit la nature du problème à régler. Ça nous donne des bonnes pistes de solutions et des bonnes pistes pour aller dans les luttes, s'impliquer, proposer des idées utiles qui ont été historiquement prouvées. Aussi, éviter de faire les erreurs qui ont été historiquement faites par notre classe en même temps. Je répète rapidement que si vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire à travers devenant membre de Patreon, qui vous offre aussi un abonnement à notre journal, ou vous pouvez aller sur notre site, alternativesocialiste.org. On a bien sûr nos articles qui font l'analyse marxiste de classe, de lutte de classe, etc., de l'actualité. On a aussi nos textes théoriques que je vais continuer de publier sur notre chaîne YouTube en tant qu'audio-livre, avec le temps qui passe. Et bien sûr, le but de notre organisation, c'est pas juste de s'éduquer dans la théorie et dans l'étude historique, mais d'appliquer cette théorie-là et cette étude dans la lutte pratique, que ce soit au niveau des luttes étudiantes, des luttes syndicales, des groupes anti-oppression, des groupes sociaux, environnementaux et autres au niveau national et international. Donc, si ce genre d'activité vous intéresse, si vous pensez que la société a besoin d'être changée et que finalement, ce qui a besoin d'être fait n'est pas fait à grande échelle, alors ça dépend de nous et de nos épaules et de nos bras et de nos mains pour faire ce travail-là, ben, je vous invite à venir passer un peu de temps avec nous. C'est extrêmement enrichissant et intéressant et positif comme travail, d'après moi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous lire cet audio-livre. C'est motivant de voir le potentiel de notre classe, que ce soit en lisant, comme on l'a fait aujourd'hui, les luttes passées, du potentiel de ce qui a été fait, ce qu'on est capable de faire, mais aussi de nous outiller pour intervenir avec des choses qui peuvent être utiles pour faire avancer les choses dans la bonne direction. C'est ça qu'on essaie de faire dans notre organisation. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à Alternative Socialiste, à commercial... Attendez-moi une seconde. Non, c'est pas ça. C'est info@alternativesocialiste.org pour prendre un petit café, lire sur nos positions politiques, voir si vous avez le temps, voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et tout ça.
Je veux dire, c'est un processus de recrutement qu'on passe tous et toutes à travers, moi y compris. Il faut être patient, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, mais ça en vaut la chandelle, camarades. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Nous vaincrons, camarades. Au revoir.